Je vais d'abord me présenter. Mon nom est Christine Royès. Donc, vous allez entendre, je suis allemande, mais voilà, vous inquiétez pas, je maîtrise très bien le français, il n'y a pas de souci. Je suis donc professeure à Sciences Po depuis 11 ans maintenant. J'ai un parcours assez atypique car j'ai commencé à travailler dans les écoles plutôt style prépa classique en France, c'est-à-dire IPCOM. Après, je suis passée à l'école active bilingue. Après, je travaillais à Stanislas. Donc, voilà, des écoles très normées. Il y a un certain déclic de ma part que je voulais faire autre chose. Et j'ai commencé à travailler pour une école qui s'appelle l'école Georges Gusdorf, qui est spécialisée dans les enfants précoces, où j'étais vraiment la première fois confrontée avec des enfants qui avaient des troubles et qui étaient énormément harcelés. Puis après, je suis passée aussi à l'école Diagonale, qui est donc normalement un sport-études, mais qui effectivement prend aussi en charge, j'en parlerai après, des enfants à profil atypique. Et surtout, je suis intervenante dans une structure qui s'appelle les cours du Pont de Pierre, où effectivement, là, on récupère beaucoup d'enfants qui ont été aussi bien soit harcelés, soit qui ont des troubles dyslexiques, dyspraxiques, dysphasie, etc. Au cours de toutes ces années, en fait, moi, je me suis aperçue personnellement que je trouve qu'il y a de plus en plus de malaise sur le plan scolaire pour beaucoup d'enfants. Et de mon côté, j'ai développé donc un champ d'action qui rentre de plus en plus dans le tutorat, dans l'écoute des élèves. Je propose aussi des cours, justement, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, des cours d'art. On pratique aussi des cours de relaxation et j'interviens aussi pour faire des petites formations auprès des établissements pour voir ce qu'on peut améliorer pour le bien-être des élèves. Je vais vous donner d'abord un premier exemple. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai préparées que je vais pas en parler parce que mes collègues en ont parlé déjà beaucoup, donc on ne va pas se répéter. La première chose que je vais vous proposer, donc deux choses qui ont été abordées. Vous avez parlé de l'empathie à l'école, quelque chose qui m'a interpellée très rapidement. Tout simplement, vous avez entendu, donc je suis allemande. Et en Allemagne, on a un cours qui s'appelle Glück depuis une vingtaine d'années. Donc Glück, ça veut dire le bonheur. Donc c'est un cours qui s'appelle le bonheur. Et c'est quelque chose qui est vraiment basé sur l'empathie, apprendre l'empathie, écouter les autres, essayer de trouver pour chacun son chemin, avoir une confiance par rapport à son professeur surtout. Ces cours consistent à parler, jouer et apprendre en même temps. Et on n'a pas tout à fait le même lien avec le professeur pendant ces cours-là parce qu'effectivement, le professeur devient plutôt un membre de l'équipe. Il parle aux élèves, il les guide, mais il ne joue plus vraiment le rôle du professeur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Là, j'aimerais bien vous parler donc d'une possibilité, donc d'une école dans laquelle j'interviens, où j'ai donc fait une petite enquête pour savoir combien d'élèves arrivent chez nous justement parce qu'ils étaient harcelés ailleurs. Et on estime, donc là je parle de l'école Diagonale, une petite structure privée, et on estime qu'il y a à peu près 25% des élèves qui atterrissent chez nous parce qu'ils étaient harcelés ailleurs. Ce qui est quand même vraiment énorme. On a mis en place une stratégie qui se fait au fur et à mesure parce qu'à l'origine, le projet, c'était vraiment sport et art études. Et de plus en plus, on essaye de s'adapter aux élèves dans le besoin. Les professeurs, on a rencontré énormément de soucis au début parce qu'effectivement, les professeurs ne sont pas formés, malheureusement, ou difficilement formés. L'objectif de cette école-là, donc juste pour vous donner un exemple, c'était de travailler avec des petits effectifs. Petits effectifs, ça veut dire 15, 20 élèves par classe, pas plus. Ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure ensemble, pareil, c'est qu'il y a un travail d'équipe qui est nécessaire. C'est-à-dire équipe, on dit quoi? Professeurs, parents et le CPE. Le mot-clé, je pense, c'est quand même la bienveillance. Des horaires peut-être parfois adaptés, parce qu'effectivement, souvent, un enfant qui était harcelé a du mal à venir à l'école.
Parfois, c'est extrêmement compliqué d'être là à 8h ou 9h du matin. Donc, il y a aussi une possibilité de s'adapter à l'enfant en fonction de ses besoins. Cette école a fait un choix assez intéressant. Il ne donne pas accès aux notes aux parents. Donc, c'est un choix de l'école. Nous, les professeurs, on remplit bien le pronote, mais les parents ne le voient uniquement à partir du moment qu'il y a les bulletins qui tombent. C'est-à-dire, il y a typiquement un DST qui a été corrigé, il y a une note, nous, les professeurs, ont saisi la note, cependant, les parents n'ont pas tout de suite accès. Donc, c'est pour protéger un peu l'enfant, pour éviter d'avoir de la pression de la part de ses parents. Effectivement, et je vous rassure quand même, en cas de besoin, les professeurs principaux, il intervient quand même pour en parler aux parents, mais on parle rarement donc du fait d'avoir une pression, en tout cas académique. L'idée, c'est donc pour aider ces élèves-là, de les mettre dans confiance, de leur proposer une porte ouverte. Donc typiquement, on a 2 CPE qui interviennent. Donc là, je parle plutôt du niveau collège jusqu'à la seconde. Ces deux CPE qui sont présents, la porte est toujours ouverte. Un élève ne va pas bien, donc il peut aller voir donc ces CPE-là qui sont là pour les écouter. On a la même chose, par exemple, en cas de, je pense que c'est quelque chose d'assez important, quand il y a un élève qui est hospitalisé pour X raisons. Donc, on travaille pas mal avec la maison de Solène aussi. Nous sommes là pour l'aider, pour rattraper les cours et aussi pour l'aider si besoin. Typiquement là, ça va être bientôt les épreuves du bac. Pour l'informer, il y a des aménagements possibles avec la MDPH. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir un tiers-temps. Puis tu stresses, il n'y a pas de souci. Tu peux être dans une salle isolée. Tu peux avoir un scripteur. Tu peux avoir donc plein d'aménagements possibles pour pouvoir vraiment stresser le moins possible. Le constat qu'on a donc par rapport à l'enquête que j'ai pu donc faire dans cet établissement, c'est que on a malheureusement, alors pas spécifiquement à cet établissement, mais de plus en plus d'harcèlement en général dans toutes les écoles. Lors du petit questionnaire que j'ai distribué aux élèves, le retour, c'était surtout qu'ils estiment que l'harcèlement vient surtout les réseaux sociaux. Si je pensais pas une nouvelle pour vous. Et ils m'ont informé quelque chose que je ne savais pas. Typiquement sur Snapchat, de nos jours, on a donc la possibilité de faire des commentaires anonymes. C'est-à-dire, en fait, il y a quelqu'un qui poste quelque chose, poste une photo, poste peu importe quoi. Tout le monde peut intervenir, faire un commentaire anonyme, donc on ne peut pas le retracer. On pourrait, c'est assez compliqué, mais en fait, on ne sait pas qui est intervenu. Donc ça, c'est quelque chose, un constat qui est quand même assez flagrant. Maintenant, je vous parle donc d'une structure qui est beaucoup plus en fait ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc une structure dans laquelle j'interviens, qui s'appelle les cours du Pont de Pierre. Une toute petite structure qui se spécialisait justement dans le après-harcèlement. C'est-à-dire, en fait, quand un enfant n'arrive plus dans une structure classique, quand il était déscolarisé, qu'il a développé peut-être une phobie scolaire, ce qui est quand même assez classique, qui a développé une anorexie ou autre. Cette structure-là essaye de devenir une sorte de passerelle, c'est-à-dire de pouvoir réconcilier l'enfant et l'école et les études, et aussi lui donner envie de retourner dans un groupe scolaire, un groupe d'amis, ou aussi refaire partie de la vie sociale. Notre stratégie, là, ça vous semble un peu flou, mais je viendrai en détail après. On essaie d'allier quelque chose entre des exigences académiques, qui sont quand même très souvent demandées par les parents, une certaine douceur,
une fermeté, mais aussi une bienveillance. C'est des jolis mots, vous allez me dire, mais j'essaie de l'expliquer un tout petit peu après. C'est une structure qui n'est pas rigide. Donc, nous avons régulièrement des réunions pour remettre à jour nos expériences, beaucoup d'échanges, beaucoup d'intervenants qui nous disent écoutez, voilà, typiquement pour ils disent il y a ça qui a été trouvé, donc on pourrait peut-être adapter ça, etc. Un enfant qui sous Ritaline, par exemple, on pourrait faire ça, ça et ça. On a en général pas trouvé réellement un profil spécifique par rapport à l'harcèlement. Parfois, effectivement, les victimes d'harcèlement ont des profils atypiques sur le plan scolaire. Ça arrive. Parfois, c'est juste des problèmes de communication. Nous, on leur propose, et ça peut être peut-être un moyen de réflexion par rapport à l'harcèlement et la réintégration dans la société, parce que c'est quand même pas évident, une fois que vous êtes sorti, de pouvoir réintégrer quelque chose et vous dire peut-être un jour, je ferai quand même des études, un jour, j'aurai quand même quelque chose d'autre. Donc là, je veux juste vous proposer les différentes choses qu'on propose et qu'on pense être un bon moyen pour intégrer des enfants abîmés dans un système scolaire et leur permettre de réussir dans la vie. Donc la première chose assez basique, on se base sur des petits effectifs. Ayant travaillé aussi, donc comme je dis à Stanislas, gérer une classe de 35 élèves et être donc professeur et vouloir en plus pouvoir aider chacun, c'est extrêmement compliqué. Déjà connaître chacun, c'est extrêmement compliqué. Quand vous êtes professeur, vous avez à peu près 18 heures d'enseignement. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Faites votre calcul. 18 heures, ça veut dire vous gérez à peu près 8 à 9 classes. 8 à 9 classes, vous faites votre calcul fois 30. Donc, en fait, voilà, c'est extrêmement compliqué de pouvoir vraiment s'adapter à chaque élève. Donc, le choix de cette structure-là, donc du cours du Pont de Pierre, et de travailler avec des petits effectifs. Donc, voilà, pour pouvoir bien connaître ces élèves. Nous leur proposons que chacun puisse travailler avec un tuteur. Donc ça peut être une piste assez sympa. C'est une personne de confiance qui est là aussi bien sur le côté académique, mais aussi sur le côté un peu adaptation et réadaptation à la société, ce qui est quand même pas toujours évident. Il y a l'essentiel aussi, la communication avec les parents, et je vous assure, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On a très souvent des parents qui refusent se dire que leur enfant pourrait avoir des problèmes. Donc, pour un professeur, c'est extrêmement compliqué en fait d'expliquer à un parent, écoutez, on est là pour aider votre enfant. Très souvent, on a comme retour, oui, mais les résultats du bac, peut-être faudra d'abord que votre enfant puisse aller mieux. Et après, on parlera de l'académique. On propose aussi donc quelque chose qui est extrêmement important, je pense, à partir du moment qu'un enfant est sorti du système classique. En général, il a raté 1 année, 2 années scolaires ou n'a pas forcément des notes, n'a pas forcément de niveau dans certaines matières. Et je pense que ce qui est extrêmement important dans ce cas-là, c'est une remise à niveau. Remise à niveau scolaire qui peut se faire dans des petits groupes pour éviter de remettre quelqu'un donc dans une dynamique de classe. Leur proposer aussi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les aménagements possibles pour les examens. Il y en a énormément, finalement, on ne se rend pas compte. Un enfant qui était harcelé, qui a une certaine forme, parfois, de dépression, naturellement, passer un examen, c'est extrêmement compliqué pour lui. Le remettre en condition d'examen, c'est extrêmement compliqué. Et là, donc sur le terrain, on leur propose donc différents types d'ateliers. On a évoqué tout à l'heure les arts. Donc effectivement, ça c'est moi qui gère ça en plus. Donc c'est une expression artistique qui est assez libre.
où on s'aperçoit, comme ces petits groupes, donc moi j'ai actuellement un groupe, ils sont une 12aine d'élèves. Chaque élève a quasiment la liberté d'écrire comme il veut, comme il le souhaite. Et à ce niveau-là, comme c'est sans note, il n'y a pas de note, comme il n'y a pas de pression, dans ces cas-là, en fait, je vois, avec ma collègue qui gère ça avec moi, que très souvent, les élèves commencent à se confier. Il n'y a pas de pression, ils arrivent à me dessiner, on commence à faire de la peinture, on fait des sculptures, etc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que des élèves qui ailleurs sont extrêmement hyperactifs, extrêmement pénibles, etc., en art sont super calmes, ils sont concentrés, ils expriment quelque chose, ils posent beaucoup de questions et ils commencent à parler de leurs problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez agréable de voir ça. Comme il n'y a pas cette pression scolaire, comme il y a une liberté du choix, est-ce que je veux faire de la peinture, est-ce que je veux faire plutôt du dessin, est-ce que je veux créer une sculpture, etc. Nous, on est toujours là pour les guider, bien sûr. Mais en fait, comme ils ont une liberté totale, ils sont donc dans la capacité de parler aussi après. On propose aussi quelque chose qu'on oublie souvent avec les enfants harcelés, et ça peut être vraiment une bonne piste, quelque chose qui s'appelle la conscience corporelle. Donc reprendre confiance, se rappeler qu'on a un corps, et ce corps, en fait, il a le droit d'exister. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, très souvent refusé par les élèves au début. Très souvent, par un enfant harcelé, vraiment très, très, très souvent refusé. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Ils disent, bah non, c'est n'importe quoi, je veux pas de ça, etc. Et au fur et à mesure, on arrive quand même à les amener à la conscience corporelle, de réaliser, OK, j'ai deux mains, j'ai des pieds, etc. Donc, en fait, ça va allier le mouvement aussi. Ça, c'est assez intéressant. Quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui marche très bien, c'est le chant. Donc, c'est un atelier qu'on propose, qui est assez intéressant sur le harcèlement. C'est le fait de retrouver la parole. C'est le fait de savoir, en chantant, se dire, OK, bah, j'ai une voix, j'arrive à parler. Et au fur et à mesure, en fait, on découvre vraiment des voix extrêmement intéressantes. Donc, et ça donne aussi, comme toujours, comme c'est un petit comité, la possibilité d'échanger. Une autre piste qu'on a commencé cette année, on ne sait pas encore si ça marche ou pas, ça c'est vraiment une avant-première, quelque chose qui s'appelle le corps et le mouvement. On a essayé de les initier un peu à la danse, dans tout ce qui est tap dance, etc. Donc le step, autre chose, voilà, et voir s'ils sont capables de bien s'exprimer par leur corps. Et effectivement, là aussi, on se trouve devant le problème. Il y en a plein qui disent, ah non, j'arrive pas, c'est pas possible, j'ai peur, ah ben non, c'est n'importe quoi, etc. Mais enfin, au fur et à mesure, en général, ça se passe bien. J'en aborde encore deux très rapidement. Donc, l'éloquence. Un enfant harcelé, comme il n'a pas eu forcément l'occasion de s'exprimer beaucoup, la parole, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et comme vous le savez, nous essayons quand même d'allier aussi bien l'académique avec la réintégration dans un système scolaire d'un enfant qui était donc traumatisé. Vous avez, à la fin de votre carrière au lycée, vous avez un bac. Et ce bac-là, depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, vous avez quelque chose qui s'appelle le grand oral. Ça veut dire vous parlez pendant 20 minutes devant un jury et c'est extrêmement compliqué. Et notre choix était donc de passer par des ateliers d'éloquence où l'enfant arrive à s'exprimer au début vraiment très, 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 très difficilement et au fur et à mesure, ils arrivent à faire quelque chose de plutôt sympa. Et aussi le théâtre, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc le théâtre aussi, c'est un de nos axes de réintégration dans un système un peu plus classique. J'aimerais juste vous donner 2-3 petits exemples pour vous illustrer à quoi nous sommes confrontés comme professeurs. Je vous dis tout de suite, la formule magique n'existe pas, hein, c'est vraiment individuel à chaque fois. Je vais vous aborder 4 élèves. J'en ai amené un ancien élève qui va vous parler après. L'idée, en fait, premièrement, je vous parle donc d'une jeune fille, je ne vais pas vous donner son nom, une jeune fille qui est arrivée chez nous en seconde. Elle était complètement anorexique, hospitalisée quasiment tous les 2-3 mois. Et surtout, elle avait extrêmement peur.
des notes. Quelque chose assez classique aussi. Et au fur et à mesure, on a réussi à trouver une passion chez elle. Et la passion, c'était les maths. Elle adorait les maths. Et on a choisi de renforcer son enseignement en maths pour la rassurer. Et au fur et à mesure, en fait, elle venait de plus en plus à l'école. Parce qu'il y avait les maths, elle adorait les maths, elle venait de plus en plus. Le fait d'avoir été donc toujours hospitalisée, déscolarisée, etc., c'était compliqué pour elle. Et en fait, elle a trouvé le lien avec les maths. Cette année, elle va passer son bac. Donc normalement, ça devrait très très bien se passer. Donc on a trouvé un petit lien d'intégration. Chez elle, c'était le maths. Je parlerai d'une deuxième fille. Donc je choisis 2 filles et 2 garçons pour vous donner un exemple. La deuxième fille qui, elle, était extrêmement harcelée dans son ancien établissement car elle était ronde, très ronde, et tout le monde l'appelait juste la grosse partout. Donc, elle était juste la grosse, c'était la petite grosse qui passait, etc. Et elle, on a eu une période extrêmement compliquée. Ça aussi, c'est une réalité que je pense qui est extrêmement compliquée à gérer. Avant Noël, elle s'est enfermée chez nous dans les toilettes. Elle voulait pas sortir. On a forcé la porte et la jeune fille, elle s'est scarifiée les 2 bras, 52 en taille. Donc c'est quelque chose. C'est une réalité aussi. Hein. C'est une réalité aussi que, en fait, je pense, un professeur n'est pas préparé à ça. Maintenant, on a réussi pareil à la faire revenir grâce à quoi? À l'expression artistique. Donc elle vient uniquement 2 jours par semaine, mais déjà elle vient. Et elle fait uniquement du français et de l'art. Donc c'est quelque chose. Je dis pas qu'elle est douée en art, c'est vraiment pas ça. Elle est pas douée, c'est pas ça, mais ça l'aide à s'exprimer. Elle parle très 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 peu, à part un oui, un non. Je pense en 1 an et demi qu'elle est chez nous, on n'a pas sorti grand chose. Mais elle vient, elle s'exprime au fur et à mesure à travers de ses peintures. Ses peintures au début étaient vraiment très noires, sombres, marron, etc. La dernière peinture, c'est encore assez sombre, mais il y a des paillettes. Donc voilà, elle a commencé à mettre des petites paillettes, des petites étoiles, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui n'était pas, on pouvait pas s'imaginer avant. Là, je viens sur 2 jeunes hommes. Un jeune homme, pareil, déscolarisé depuis 1 an et demi maintenant. Il est en première. Et c'est quelqu'un qui était donc, pareil, harcelé pour son physique. Jeune homme très, très grand, très blond, très clair, d'origine, alors je pense suédoise. Et c'était pas son avantage, a priori, dans son établissement. Et surtout, il était mal orienté. Il était mal orienté dans son établissement. Il était mis en STMG. Et on a réalisé c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. En fait, c'est un artiste. Il est brillant. Il est brillant. Tout ce qui est artistique, il touche. Il est juste brillant. Donc là, on va le faire certainement redoubler tout simplement pour le fait de pouvoir le mettre dans une filière beaucoup plus adaptée qui s'appelle la ST22A. Donc, il y a quelque chose qui mène directement vers un bac donc artistique. Dernier jeune homme dont je vous parle, un jeune homme de biculture, triculture d'ailleurs, moitié autrichien, moitié français. Alors je peux pas ajouter une 3e moitié, compliqué, hein, mais les origines espagnoles aussi, et qui a toujours été mené à gauche et à droite, hein, qui a très mal vécu ça et qui souffre d'une dysphasie, quelque chose qui n'a jamais été détecté, et qui, dans son ancien établissement, était plutôt traité de débile tout le temps, le petit débile. De toute façon, voilà, tu connais rien, tu comprends rien, etc. Et là, l'axe d'aide pour l'aider, en fait, pour progresser, pour intégrer un système plus classique un jour, c'est notre objectif quand même. C'est donc de lui proposer en fait des supports en fonction de ses besoins. C'est-à-dire la dysphasie fait que vous pouvez pas lire un texte classique, c'est comme la dyslexie, vous avez en fait un décalage par rapport à certaines choses. Notre objectif, et je pense que ça doit être l'objectif de peut-être quasiment toutes les écoles, mais comme je le dis, c'est extrêmement compliqué pour un professeur qui n'est pas formé pour. Je vous avoue, la première fois que vous récupérez une jeune fille qui s'est scarifiée dans les toilettes, c'est dur, c'est très très dur, c'est très très dur. L'idée, c'est plutôt de travailler sur, je pense, par rapport aux professeurs, une équipe solide,
La plupart des professeurs ont déjà du mal à gérer leurs cours. Et ça, c'est peut-être quelque chose, un point de critique qui est peut-être pas très sympa. Si en plus, il faut gérer en même temps 30 enfants à côté, c'est extrêmement compliqué. L'objectif dans ces établissements dont je viens de vous parler, il y en a d'autres, il y en a plusieurs d'autres aussi, hein, c'est juste 2 dans lesquels j'interviens, c'est de développer chez les jeunes toutes les compétences qui sont les socio-émotionnelles, leur donner une certaine conscience de soi à travers de différents ateliers. Une conscience sociale, leur expliquer, ok, jusqu'à maintenant, tu étais dans ta chambre, tu t'es caché sous ta couette, pas de souci. Tu fais partie d'un groupe, tu fais partie de notre école, et on a envie que tu viennes. Leur donner aussi le droit à la prise de décision, qui veut dire donc prise de décision, ils sont acteurs de leur destin. Ils savent se gérer seuls. Cependant, ils doivent surtout, toujours respecter les autres. Alors, ça ne veut pas dire que dans ces établissements, qu'on n'a pas de soucis d'harcèlement, on en a malheureusement aussi. Juste que l'équipe intervient très, très rapidement. C'est ce qu'on observe régulièrement. Un enfant qui était harcelé dans une plus grande structure a malheureusement tendance, dans une petite structure où il y a plusieurs enfants qui ont eu des soucis, de vouloir, je ne sais pas si je peux dire venger, mais de se prendre parfois aux autres. On intervient toujours tout de suite. Donc, dès qu'il y a la moindre petite chose qui arrive, on essaye de faire d'eux des êtres responsables, ce qui est quand même extrêmement, extrêmement important. Deuxième chose, on a parlé de la Ritaline. C'est quelque chose, effectivement, on leur permet au début, ou si nécessaire, pourquoi pas, de continuer leur traitement. Ça, il n'y a pas de souci. Cependant, l'objectif, c'est quand même de les aider un peu autrement qu'avec des médicaments, leur donner d'autres outils. Et l'objectif, c'est surtout de leur permettre un jour de passer, retourner s'ils le souhaitent, dans un système beaucoup plus classique, de passer surtout les épreuves et de réintégrer donc la société qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant, où malheureusement étaient quand même pendant une période exclue. Quelques clés, mots-clés qu'on a donc établis. L'accueil d'un enfant abîmé, harcelé et malheureux. Hein. C'est un accueil donc extrêmement chaleureux. Donc il faut peut-être parler plutôt peut-être une grande famille, pourquoi pas. De faire confiance à cet enfant-là, de lui dire, ok, voilà, tu es là, nous on est là, on te fait confiance, mais on est là pour t'aider. Éviter les conflits, parce qu'en général, pour un enfant qui était harcelé, dès qu'il y a un conflit qui va se créer après, il se remet très rapidement dans un moule, dans une mémoire qu'il a eue avant. Donc il se remet, en fait, il ferme très rapidement les portes. Et la toute dernière chose, leur donner une certaine indépendance. Indépendance, les responsabilités, tout en les guidant. On te fait confiance, mais on regarde quand même un peu. Tu as un tuteur. Le tuteur, il est là pour t'aider. Tu peux lui parler. Donc ça, c'est vraiment notre mot-clé par rapport à cette façon de fonctionner. Ce qu'on a donc par expérience dans ces établissements remarqué que, alors là je parle vraiment du côté professeur, l'accueil des enfants harcelés, c'est pas toujours facile pour un professeur. Ça demande beaucoup d'engagement émotionnel parce que c'est un enfant qui est fragile. Comme je l'ai dit au début, la clé universelle n'existe pas. Ça, on l'a pas. Sinon, je pense qu'on ne serait pas ici. Hein. Voilà. Il faut, en tout cas, avoir des professeurs extrêmement solides qui arrivent à gérer. Typiquement, dans l'établissement où j'interviens, très souvent, il y a des professeurs en fin d'année qui disent « j'en peux plus. Et là, on s'est dit « mais pourquoi ? Pourquoi tu en peux plus ?» Je sais pas, il y a trop d'émotions, je peux pas, je dois gérer la matière, je dois gérer les élèves, etc. Donc ils sont un peu, je pense, sur le plan émotionnel, un peu débordés.
Donc effectivement, il faut des professeurs extrêmement solides pour ça. Il faut aussi des professeurs, comme je vous dis, c'est très subtil. Non, je perds le fil, merci. Donc les professeurs extrêmement. Donc on propose aussi le bac. Hein, c'est quand même quelque chose. En fait, beaucoup de professeurs souhaitent les mener vers le bac. Et donc l'idée, c'est quand même aussi d'avoir des professeurs qui connaissent super bien le programme pour pouvoir aider d'un côté les élèves, mais quand même continuer dans l'apprentissage. Si vous avez un professeur qui est un peu entre les deux, c'est un peu plus compliqué. Donc j'arrête là pour pas perturber les autres. Le jeune homme là à côté. Allez. Moi, je vais juste présenter. Donc, c'est un ancien élève, ancien élève, justement, qui a été accueilli dans ce système-là. Et l'idée, c'était de vous parler aussi du parcours et des possibilités. C'est pas toujours des parcours faciles, aussi bien de la part du côté des parents, des professeurs et des élèves. Et là, je pense qu'il y a un magnifique témoignage qui va arriver. Vous allez voir. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Yessler. Et je suis né à Bayonne et j'ai actuellement 23 ans. Et je suis en Master 2 de Lettres et Humanisme à l'Institut catholique de Paris. Donc pour poser tout d'abord le contexte, j'ai eu une enfance, on peut dire, un peu compliquée dès ma naissance. Ma mère a fait une dépression à l'annonce du cancer de mon père, et ce au moment de son accouchement, pardon, pas le mien, ce sera un peu compliqué. Ce qui a influencé les premières périodes de ma vie. Donc après la naissance, je pleurais en effet fréquemment et j'étais incapable d'être consolé. J'étais aussi sujet à de nombreux troubles du sommeil et à un refus alimentaire intermittent. Donc notre famille habitait alors Lisbonne au Portugal où je suis resté de ma naissance à mes 4 ans. Et j'étais d'ailleurs suivi par une psychologue pour troubles du comportement, je ne sais plus exactement quoi, mais de nombreuses choses qui m'est arrivées. Lorsque j'ai eu 4 ans, la psychologue a conseillé à ma famille de revenir vivre en France pour que je sois soigné dans des conditions plus favorables et mieux entouré. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours rencontré des difficultés sociales. J'étais effectivement souvent incapable de parler à un jeune de mon âge ou de regarder n'importe qui dans les yeux. Puis est venu le temps... J'ai quand même connu j'ai connu une scolarité en primaire plutôt calme, car j'étais dans un environnement sain, avec un bon groupe d'amis, avec des professeurs à l'écoute et empathiques. L'établissement se trouvait être l'école publique de Vincennes, qui n'était pas loin de chez moi. Puis est venu le temps du collège, où j'ai voulu aller dans un établissement privé catholique de ma ville, de Vincennes, Notre-Dame de la Providence. Et ce, malgré les réticences de ma mère, car c'était le collège où était scolarisée ma grande sœur, qui était alors un pilier pour moi. Ma mère se doutait que mon profil n'était pas adapté à un collège-lycée élitiste. Mais la première année s'est toutefois bien passée. Mes notes étaient globalement bonnes et j'étais entouré par un bon groupe d'amis. Je me sentais apprécié des professeurs. C'est l'année suivante où tout s'est dégradé. Mon anxiété sociale a pris le dessus. Et le jour où certains amis se détachaient de moi, et je commençais à rencontrer des difficultés scolaires. Les doutes ont alors pris le dessus. Donc à ce moment-là, plusieurs personnes qui avaient une certaine popularité dans la classe ont remarqué ma situation et m'ont pris en grippe. Ils ont raconté et exposé mes faiblesses à tout le monde, ce qui n'a pas tardé à monter certains individus contre moi. Donc le danger du groupe est à ce point important pour les jeunes, particulièrement au collège. Pour éviter de se faire soi-même attaquer par les autres, il vaut mieux suivre le groupe en se désolidarisant de son camarade plutôt que de soutenir le plus faible. Cet événement a déclenché en moi une véritable peur du jugement et du regard des autres et m'a amené à me refermer sur moi-même et donc à décrocher des cours et ne plus écouter ce que les profs racontaient. Les rumeurs colportées par les autres élèves ont d'ailleurs persisté toute l'année. J'avais la sensation que tout le monde m'en voulait. Et les professeurs semblaient aveugles et incapables de m'aider alors que le harcèlement se déroulait parfois durant leurs cours. Donc ma confiance s'est écroulée et mes notes avec. Je n'avais plus aucune volonté. Et lors d'ailleurs des contrôles scolaires, je rendais la plupart du temps copie blanche car l'angoisse m'envahissait et me bloquait toute capacité de réflexion.
Je sentais le regard de l'autre, ce qui me bloquait toute envie de m'en sortir et éteignait ma volonté de réussir. Le stress intense me causait de vrais troubles de l'attention. Je fixais constamment les gens qui m'entouraient au lieu de lire mes copies d'examen. Donc c'est à ce moment-là que ma phobie sociale s'est développée. Donc j'étais incapable de rester à côté d'autres élèves sans croire qu'ils se moquaient de moi. Et de plus, le stress se manifestait physiquement. J'avais les lèvres constamment gercées, ce qui ne faisait qu'amplifier mon lien aux autres. Et donc les professeurs ont commencé, si ce n'était déjà pas bien entamé, à ne plus croire en moi. Pour preuve, ils mettaient de côté des élèves compliqués, ceux qui avaient décroché, ce qui est un schéma classique de base dans les collèges privés, qui privilégient le résultat. Je me suis renfermé sur moi-même, et je me souviens notamment d'un professeur de français, une matière qui pourtant était pour moi ce qui était ma discipline favorite, qui avait déclaré « Les élèves qui suivent, continuez, les autres, restez dans votre coin ». C'était une injonction que j'ai pris mot pour mot. Alors que j'avais toujours été un grand lecteur au collège, j'ai stoppé cette activité. Le fait que je ne parvienne même plus à éprouver de plaisir en cours de français était d'ailleurs la preuve que ma volonté s'évaporait. J'avais toujours performé dans cette matière, la lecture étant mon échappatoire. Mais à cet instant de ma vie, même là, je n'avais plus aucun goût, ni aucune ambition. Ma situation d'ailleurs inquiétait grandement les membres de ma famille. Avant les vacances d'été, on m'a signifié mon redoublement. C'était un coup dévastateur, car ça a définitivement tué le peu d'estime qui me restait. Par ce redoublement, le collège espérait me remettre sur les rails. Dans les faits, cette deuxième année de 5e s'est avérée être la pire de ma scolarité. Le directeur adjoint du collège était persuadé que mon souci scolaire n'était que passager et que j'avais seulement besoin d'un peu de motivation pour remonter la pente. Durant cette année, mon angoisse des autres n'a fait que s'amplifier. On m'avait collé une étiquette d'élèves différents, disposant de moins de capacités que les autres, et il m'était impossible de m'en débarrasser. J'étais incapable de retrouver le cocon amical que j'étais parvenu à créer les années précédentes. Mon groupe d'amis commençait à se détacher de moi par la force des choses. Moi qui étais incapable de me retrouver seul dans une cour de récré, je ressentais alors en permanence de l'anxiété. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'élitisme de cet environnement. Si on n'avait pas les mêmes facultés que les autres, on était vite méprisés par les élèves et par les profs qui nous abandonnaient à notre sort. J'étais d'ailleurs tellement angoissé à l'idée d'être seul que je n'allais plus manger à la cantine par peur de manger à part. Cette année, ma mère m'a emmené à l'hôpital de Bray pour effectuer une batterie de tests pendant 3 jours et poser un diagnostic sur mes problèmes. C'est à cet endroit que j'ai rencontré le psychologue, un psychologue qui a été salvateur pour mon évolution et que j'ai continué à voir jusqu'au lycée. Ce psychologue m'a énormément aidé durant ces périodes compliquées. Il m'a fait prendre conscience que j'étais finalement comme tout le monde. Il m'a aidé à apprécier et envisager l'avenir, à réfléchir sur ce que je souhaitais faire. Cette période où j'ai fréquenté le collège Notre-Dame de la Providence a duré jusqu'en fin de 4e, moment où la situation est devenue tellement critique que j'ai quitté ce collège pour intégrer un établissement spécialisé pour les jeunes, en décrochage scolaire. Je suis arrivé en classe de 3e à l'Institut du Marais. Ce lycée ouvrait une classe de 3e pour la première fois et j'allais en essuyer les plâtres. En effet, le harcèlement a empiré. J'étais entouré de jeunes décrocheurs et tourmentés qui n'avaient aucune considération pour les autres. Les élèves étaient globalement méchants et violents. J'ai été victime de nombreuses agressions, parfois physiques. J'ai reçu un coup de taser dans la jambe. Ils m'ont versé une poudre pimentée dans l'œil, qui est devenue rouge et qui m'a brûlé toute la journée durant. Comme j'étais terrifié à l'idée de me retrouver seul, j'étais incapable de m'opposer à eux, de poser mes limites, de leur dire stop. Cela n'a fait qu'amplifier le manque de considération qu'ils avaient pour moi. Nous étions trop différents pour qu'on s'apprécie, et ils profitaient de ma faiblesse pour m'attaquer. Les professeurs étaient dépassés et n'avaient surtout pas envie de s'occuper d'élèves insupportables. Ils étaient d'ailleurs plutôt spécialisés dans le fait de faire passer le bac aux élèves. Par exemple, le professeur référent intervenait en début de cours pour parler du sujet 5 minutes, puis passait très vite à autre chose. Leur remontrance était tellement inutile qu'elle faisait rire les élèves. La situation était intenable et je rendais la plupart du temps, encore une fois, copie blanche durant les contrôles et je me sentais obligé de vivre avec les gens qui me harcelaient.
L'influence du groupe était encore une fois trop importante. On était une petite classe et je me sentais obligé de feindre d'être leur ami. En effet, je ne suis resté qu'un an en finale, je ne suis resté qu'un an dans ce collège. J'ai passé mon brevet en fin d'année que je n'ai pas eu car j'ai rendu copie blanche à la moitié de mes épreuves. Je n'avais de toute façon aucun espoir de l'obtenir. À la fin de l'année, je n'imaginais pas même pas passer le bac. Durant toute cette année de troisième, je m'étais mis dans l'esprit que j'allais arrêter les études et travailler, même si je n'avais aucune volonté de m'investir nulle part dans quoi que ce soit. Au début de l'été, j'ai dit à mes parents que s'ils voulaient que je continue les études, j'étais incapable de rester dans un établissement normal où il fallait être en contact avec d'autres élèves. Dans ma tête, la seule option possible était de suivre les cours du CNED. Ils ont énormément insisté pour que je continue à étudier, au moins jusqu'au lycée, et ma mère s'est démenée pour trouver une autre structure qui me soit adaptée. C'est alors que j'ai rencontré une conseillère d'orientation et qu'elle nous a parlé d'un petit établissement qu'elle ne connaissait pas, mais qui pourrait correspondre à ce que je souhaitais. Nous sommes allés le découvrir et j'ai tout de suite apprécié cet endroit. Il se nomme le cours du Pont de Pierre et était domicilié à l'époque dans le Paris 7e arrondissement, à côté des Invalides. La particularité de cet établissement est qu'il ne donnait pas cours dans des classes en configuration normale, mais qu'ils accueillaient les élèves pour des cours particuliers. En effet, chaque jeune était devant sa table, muni d'un classeur qui présentait le programme de l'année. Chacun devait travailler seul, épaulé par un professeur qui pouvait les aider. C'était pour moi un dispositif de rêve qui me permettait de suivre des cours particuliers tout en continuant à entretenir un certain contact avec la société et en étant suivi par un professeur. L'établissement comptait environ 25 élèves, ce qui permettait d'apaiser ma phobie du groupe et de la foule, et étant situé dans une ancienne boutique. Je n'avais donc pas l'impression de venir dans une école quand j'allais en cours le matin. Les professeurs avaient une vision différente de l'éducation. Ils étaient majoritairement très jeunes et avaient eu néanmoins des expériences en dehors du système scolaire, ce qui les aidait à avoir un angle de vue différent. Ils avaient surtout une patience à toute épreuve et une empathie envers chacun de nous. J'ai donc décidé d'y rentrer à l'été 2015. Dès les premiers jours, je m'y suis senti à l'aise, comme une bouffée d'air après tant de mal-être. En effet, l'établissement était parfait pour me redonner confiance. Le directeur savait comment redonner de l'estime à des élèves majoritairement très abîmés par la vie. Il faisait des compliments à chaque fois que je réussissais quelque chose, une manière fructueuse de témoigner sa confiance envers nous. Le professeur de français nous apaisait beaucoup. Elle était très rassurante et encourageante. Elle poussait à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur nos attitudes, sur notre manière de fonctionner et sur la raison qui nous motivait à poursuivre les études. Ce nouveau changement d'environnement, qui était perçu comme une dernière chance, a été pour moi un électrochoc. Je n'éprouvais plus le regard des autres comme un point insurmontable. Cette bienveillance inattendue a éveillé en moi le désir de me dépasser et a été décisive pour ma reprise en main. Avant l'arrivée au cours du Pont de Pierre, je n'arrivais plus à percevoir la gentillesse et considération ou quoi que ce soit. Or, la bienveillance des professeurs et du directeur touchait les élèves qui savaient se trouver dans un univers fermé, protégé des agressions. Il y avait d'ailleurs un lien solide entre les élèves et les tuteurs. Par exemple, on mangeait régulièrement ensemble certains jours de la semaine. Ils restaient constamment en contact avec nous et nous parlaient d'égal à égal. On avait l'impression d'être leurs amis, même s'ils dégageaient l'autorité nécessaire pour nous inciter à travailler. L'une des autres particularités de ce lycée était les activités parascolaires. Les professeurs donnaient normalement cours le matin, mais l'après-midi était réservé à des activités dédiées à notre développement personnel. Théâtre, yoga, atelier de philo, travail par la voix, yoga j'entends par conscience corporelle. Le lycée avait même embauché une psychologue qui faisait le lien entre les élèves et les professeurs que nous pouvions consulter si besoin. Cette psychologue a été notamment très importante pour assurer mon développement. Elle m'a donné de nombreuses clés pour gérer mes angoisses et m'a initié particulièrement à l'hypnose, une aide efficace que je continue à pratiquer aujourd'hui. Les professeurs ont également fait découvrir la méditation, une séance obligée de 5 minutes par semaine avant les cours d'art plastique. Grâce à eux, je continue d'en faire chaque jour, à raison de 15 minutes tous les matins. L'hypnose m'a permis de travailler notamment sur mes angoisses, ma gestion de mes sentiments et le regard des autres. Grâce au cours du Pont de Pierre, j'ai aussi découvert que j'étais hypersensible et appris à m'accepter comme tel.
J'ai compris les raisons de mon hyper-émotivité et j'ai pu développer différentes clés pour travailler dessus. Les professeurs étant souvent de cette sensibilité, ils ont su comment mieux m'appréhender et me comprendre. C'est donc pendant cette année de seconde que je me suis le plus transformé. Ainsi, me sentant confiant, j'ai décidé de travailler sur l'image que j'avais de moi-même en m'habillant mieux. Je me suis lancé certains défis pour me prouver à moi-même que je valais quelque chose. Des défis tels que prendre 30 jours de douche froide ou me remettre au sport. Je me suis mis notamment à la course à pied et à la natation. Et le sport a fortement contribué à faire baisser mon niveau d'anxiété. Il est d'ailleurs toujours là pour... il continue toujours de m'aider quotidiennement. Merci. Je cours maintenant 2 fois par semaine en effet. Et socialement parlant, je me suis forcé à aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire. C'est-à-dire parler à des personnes à qui je redoutais de parler, me confronter à l'environnement du lycée. Des actions dont je me croyais incapable avant ma seconde, moi qui me cachais de tout pour qu'on me remarque le moins possible. J'ai pu à nouveau me recréer un cocon qui me ressemble. Et mon lien aux autres s'est développé d'une manière croissante et impressionnante. Dans cet environnement bienveillant et plus petit qu'un énorme lycée, et ne souffrant plus de jugement, je suis parvenu à développer mon regard sur les autres, un nouveau regard sur les autres. J'ai compris que le problème ne venait sans doute pas forcément que de moi, mais des autres. De plus, j'étais entouré de jeunes qui avaient vécu des événements tellement compliqués dans leur vie qu'ils me faisaient relativiser mes propres problèmes. Ils étaient d'ailleurs beaucoup plus compréhensifs envers moi. Par ailleurs, le directeur nous obligeait à parler en public tous les matins. Il nous poussait à faire une revue de presse sur un sujet d'actualité à notre convenance, à la manière d'un exposé pendant 10 minutes. Cette méthode a grandement développé mes capacités orales. C'est en grande partie cette discipline qui m'a permis de me redresser mon estime personnelle. Concernant mon développement intellectuel, mes tuteurs ont commencé à travailler sur mes envies. Le fait de bénéficier de cours particuliers permettait qu'ils me cernent mieux. Ils m'ont poussé dans mes retranchements en me demandant de décrire des matières préférées et d'exprimer des choix pour l'avenir. C'est comme ça qu'on a pu supprimer des cours de maths qui étaient un peu un fléau pour moi, je l'avoue. Cela m'a permis d'avoir un déclic décisif. Grâce à eux, j'ai redécouvert ma sensibilité littéraire qui était noyée pendant ma scolarité compliquée. Et on a choisi ensemble de remettre le français au cœur de mon programme. Ils ont énormément d'ailleurs travaillé encore une fois sur mes capacités orales grâce au théâtre et de nombreux exposés que j'ai pu faire. L'un des déclics les plus importants et décisifs a été mon retour à la lecture et ma découverte des œuvres classiques. En effet, l'école mettait à notre disposition différentes fiches de lecture et de films qui nous obligeaient à en choisir certaines pour les commenter par la suite. C'est alors que j'ai découvert un livre qui m'a transformé sur le long terme, Martin Eden de Jack London. Ce livre conte le récit de Martin, un pauvre marin qui décide de s'attaquer à la littérature classique pour séduire et impressionner Rousse, une bourgeoise venant d'un milieu cultivé. C'est ainsi qu'il va découvrir son amour pour la lecture des classiques et de l'écriture. Ce livre a éveillé en moi l'envie de découvrir ce monde d'histoire et de récits extraordinaires, celui des grands auteurs. Le personnage de Martin Eden a inculqué la croyance qu'on pouvait transcender sa situation et ne pas subir sa vie, quel que soit son statut social ou physique. C'est à cet instant que j'ai décidé de découvrir d'autres classiques et je me suis plongé dans le monde du livre. Cette découverte m'a amené à prendre une décision décisive, prise avec mes professeurs au milieu de l'année de seconde. Je passerai un bac littéraire. J'ai alors choisi de rattraper mon retard en une année, moi qui avais commencé par reprendre le programme de 3e avec mes professeurs. Ils ont capitalisé sur les matières littéraires et m'ont aidé à développer ma culture générale et mes capacités d'écriture. Ils ont aussi capitalisé sur mes nouvelles méthodes de travail telles que la mind map, à savoir des méthodes visuelles pour améliorer l'apprentissage plus basées sur mes facilités. Durant l'été passé entre mes années de seconde et de première, j'ai demandé à ma prof de français de me dresser une liste de classiques à découvrir. J'ai alors découvert des auteurs comme Alexandre Dumas ou avec le Comte de Monte Cristo, livre qui m'accompagne encore. J'ai pu aussi rattraper le retard dans mes connaissances culturelles. Ma prof de français cette année-là m'a particulièrement poussé pour que j'écrive, m'a incité à produire des sujets d'invention. J'ai alors retrouvé cette appétence pour l'écriture que j'avais perdue durant les dernières années. Ainsi, je suis arrivé en classe de première, réconcilié avec les études et les personnes qui m'entouraient.
J'ai dû passer le bac de français et de sciences en fin d'année, ce qui m'a emmené à reprendre contact avec les lycées de l'éducation nationale. J'en ai fait passer le bac de lettres en candidat libre, mon établissement étant un lycée privé hors contrat. J'ai dû à nouveau aller passer des épreuves au milieu d'autres étudiants dans des lycées parisiens qui ne m'étaient pas familiers et être en contact avec des gens qui me jugeaient parce que j'étais candidat libre. J'ai essayé de faire abstraction de tout ça et de me concentrer sur mes échéances. J'ai passé les épreuves de sciences et de français et réussi à prouver que j'étais capable de faire les mêmes choses que tout le monde. L'année suivante était encore plus ambitieuse car je devais passer de nombreuses épreuves. À vrai dire, elle fut assez compliquée. J'étais le seul de mon lycée à passer mon bac car le seul ami éligible qui était en terminale avec moi souhaitait le passer en 2 ans. J'ai dû me battre seul contre mes doutes et ma légitimité à passer mon bac. Mais j'avais développé une confiance en moi nécessaire pour tenir jusqu'au bout des épreuves. Durant les années, la durée de celle-ci, les professeurs ont été d'un grand soutien et m'ont accompagné un peu partout. Christine, ici présente, m'a accompagné à mon bac de sport. Avant le passage de chaque matière, je faisais de nombreuses séances d'hypnose avec ma thérapeute pour travailler sur la confiance en soi et maximiser l'utilisation de mes capacités mentales. Avant chaque épreuve, j'utilisais aussi un spray contre le stress à base de plantes, le Rescue, qui me calmait de manière drastique. C'est ainsi que je suis parvenu d'ailleurs à avoir mon bac au rattrapage. Depuis, je me suis tourné vers des études de lettres, la seule voie que j'envisageais pour la suite. Et je suis aujourd'hui en master de lettres et humanisme à l'Institut catholique. Cette université n'a évidemment pas été choisie au hasard, mais a été conseillée par mon directeur de lycée, comme étant encore une fois un excellent établissement pour se créer un cocon bienveillant et calme. Le fait d'être une dizaine d'étudiants dans les classes a beaucoup d'ailleurs aidé pour que je m'y sente bien. Dans un univers, les études supérieures, qui a priori me paraissait angoissant et insurmontable. En dépit du fait que je souffre toujours du syndrome de l'imposteur, dû au fait que je n'ai pas eu un parcours classique, syndrome que j'ai dû surpasser au début de ma licence, je suis parvenu à valider une licence et une première année de master de recherche. Pour la suite, j'ai pour volonté à très court terme de valider ma 2e année de master, et donc mon mémoire, et ensuite de devenir journaliste culturel. J'aimerais en effet pouvoir transmettre mon amour de la littérature au plus grand nombre et permettre qu'elle puisse ainsi sauver d'autres destins, comme cela a été le cas pour moi. Si vous avez des questions. Il y a monsieur là. Là-bas, le monsieur. Je n'ai pas de questions, mais c'est seulement pour remercier Thomas de ses témoignages très enrichissants. Je vous en prie. Remercier Thomas pour le témoignage. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Remercier Thomas pour le témoignage. Les acteurs du social, au niveau des droits, au niveau de la sociologie, et ça nous donne beaucoup d'éléments pour aller en avant et travailler de façon à faire de sorte que des personnes comme vous puissent réussir. Merci beaucoup quand même. Je vous en prie. Encore peut-être une question, Yvan. Alors, effectivement, donc j'interviens très rapidement. Donc, les établissements dont je vous ai parlé, malheureusement, c'est privé. Heureusement, c'est privé aussi parce qu'on a beaucoup plus de choix en termes d'intervenants. Hein, c'est beaucoup plus souple. Donc, qui c'est qui nous envoie les élèves? Ça se fait beaucoup par le bouche à oreille et beaucoup de psychologues en fait qui nous envoient aussi des élèves qui ont été donc abîmés. Nous, on dit plutôt abîmés parce que voilà, c'est le terme qu'on utilise en général. Moi, c'était la conseillère d'orientation. Voilà, donc une conseillère d'orientation comme dans le cas de Thomas. Ouais. Donc, voilà. Vous avez combien d'élèves dans l'école? Là, actuellement, donc en fait, effectivement, comme Thomas l'a dit, on était à l'origine 25 élèves. Là, on tourne à peu près autour de, je pense, 42. Mais on a séparé maintenant le collège et le lycée. Donc, on a une quarantaine au lycée et au collège, je pense qu'ils sont 17 maintenant. Et on a ouvert aussi une structure pour les plus jeunes, c'est-à-dire type primaire, élémentaire. Donc voilà, qui sont les plus compliqués à gérer, les plus jeunes, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément d'objectifs académiques. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Alors, donc,
Il y en a qui commencent à s'ouvrir de plus en plus. Comme je dis aussi, pareil, en fait, où j'étais moi avant aussi à l'école Georges Gusdorf, qui est normalement destinée à des enfants précoces. Mais très souvent, les enfants précoces, justement, ils sont passés par la case harcèlement. C'est vraiment, malheureusement, un grand classique. Donc, il y a l'école Georges Gusdorf qui existe, qui prend que les élèves précoces. Après, vous avez aussi, comme je l'ai dit, donc l'école Diagonale, qui n'est pas vraiment une école spécialisée dans la bienveillance en soi, mais c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure. Donc en fait, comme je l'ai expliqué, en fait un lien direct avec le professeur principal qui intervient très très rapidement, le fait d'éviter que les parents aient accès tout le temps aux notes pour pas stresser les élèves justement. Donc voilà, il y a de plus en plus d'établissements dans ce style-là qui commencent à s'ouvrir. Mais toujours les petites structures, donc voilà. Et qui a aussi le désavantage que ces écoles qui n'ont pas de subvention, donc c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Je voudrais ajouter une petite observation. Oui. Dans l'après-harcèlement, on a beaucoup parlé tout à l'heure d'art-thérapie, de danse. Et moi, j'ai pensé finalement qu'on pourrait aussi proposer des sports de combat aux anciennes victimes de harcèlement. Ça se fait pour les femmes victimes de violences conjugales ou de viol. Et c'est vrai que c'est intéressant le sport de combat parce que ça permet de changer de position. C'est-à-dire que quand on fait un sport de combat, boxe, karaté ou autre, on n'est plus victime, mais on est combattant et on est à égalité avec l'adversaire. Donc ça change le positionnement. Voilà. Alors moi, je rebondis très rapidement. Effectivement, nous, on a installé un punching ball. Ça fait 8 ans. On l'a changé au moins déjà 10 fois. Et effectivement, quand un élève va très, 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 très mal, on lui donne l'occasion d'aller voir notre cher ami punching ball. On l'accompagne en général parce que ça peut aller très, très loin. Et j'ai vécu donc quand même 2 ans avec un élève très compliqué qui à chaque fois il sortait, il avait quand même les mains ouvertes à chaque fois, tellement qu'il tapait dans le punching ball. Donc c'est un très bon moyen, mais c'est pareil, c'est assez violent à voir. Moi, je voulais partager mes interrogations et surtout mes craintes sur la nouvelle, la loi, les réformes de l'éducation nationale et notamment sur les groupes de niveau, sur le fait aussi qu'un élève qui n'a pas son brevet en 3e sera mis dans une classe prépa. Là, si on n'est pas dans la stigmatisation, si on n'est pas justement, pour moi, dans la porte ouverte à du harcèlement, par exemple, un groupe de niveau maths, vous êtes les moins bons, on le sait, dans toute l'école, vous êtes les moins bons. Je partage des vraies interrogations là-dessus en termes de climat scolaire. Et j'ai des vraies inquiétudes sur cette réforme qui, à mon sens, est pensée pour des résultats scolaires performants, mais un climat scolaire qui va, pour moi, forcément se dégrader. Et c'est des vraies inquiétudes quand on voit comment ils se parlent entre eux, comment ils savent très bien, ceux qui sont dans la classe qui sont un peu moins faibles, avec les classements. Maintenant, on a des systèmes de flèches vers le haut, vers le bas d'un trimestre à un autre. Je voulais voir avec vous, Madame la sénatrice, qu'est-ce que vous en pensez et si dans les tuyaux, on amène cette réflexion du climat scolaire au-delà des résultats scolaires. Merci. Alors, j'ai ma collègue députée que je remercie d'être parmi nous. Et il est vrai que nous sommes un groupe de sénateurs et aussi de députés très attentifs au climat scolaire, aux résultats scolaires, à l'éducation, à la manière aussi de prendre en charge les élèves pour qu'ils se sentent épanouis. Donc je ne doute pas une seconde que nous allons vraiment travailler très en amont et le Sénat a toujours eu pour habitude de travailler vraiment très en profondeur les textes quand ils nous arrivent. Donc nous prendrons en considération l'accueil et le regard que l'on porte sur les élèves, parce que je dis toujours que dès qu'un élève a envie de venir à l'école, nous avons déjà gagné 50% de sa réussite. Je ne sais pas si ma collègue veut être... Bonjour, Virginie Lanlot, je suis députée
députée des Hauts-de-Seine. Effectivement, le terme groupe de niveau a sans doute au départ été pas forcément le plus approprié. L'idée étant de se baser sur le fait qu'on parle plus. Dans mes interventions, je parle plus de groupe de besoin, groupe de progrès. L'idée étant dans le principe, mais c'est potentiellement un lancement et il faudra voir quels sont les résultats. On part du principe aussi que si on n'arrive pas à accompagner dès le plus jeune âge les enfants qui peuvent être en décrochage pour des raisons X ou Y et qu'on les laisse s'enfermer dans des difficultés d'apprentissage, peut arriver aussi, par ce biais, le fait d'être en difficulté d'apprentissage, de la stigmatisation et du harcèlement ou autres incidents, et que l'idée, c'est plus on l'accompagne pour qu'il puisse acquérir les différents fondamentaux et justement grandir pleinement et pouvoir choisir sa voie après, on essaye de trouver des moyens pour le faire. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paroles sur ce principe de groupe de niveau et on a plutôt transformé en groupe de besoin, et moi personnellement je dis plutôt groupe de progrès, et l'idée c'est que ces enfants ne sont pas dans un groupe donné toute l'année, et c'est qu'ils puissent, en fonction de leurs apprentissages et des différents items, changer et revenir en pleine classe, être en classe entière à certains moments dans l'année. Mais on verra comment ça se passe l'année prochaine et on y sera très attentif et prêt à faire changer s'il le faut en tous les cas. Oui, je voulais dire quelque chose là. Je ne peux pas terminer la journée sans parler de l'association que je préside. Il s'est créé il y a 40 ans. Alors, on va le faire très rapidement parce que vous avez encore une question. L'association a été créée en 1983. D'abord, elle a été une association d'études et de recherche sur la prostitution sous l'angle analytique. Puis, nous avons eu une permanence téléphonique d'urgence pour les femmes battues, pour différentes personnes qui souffraient. C'était à l'origine à l'intention de la communauté juive, et après un an de permanence téléphonique, on s'est aperçu que 40% des appels n'émanaient pas de la communauté. Donc, on a demandé des subventions, on n'en a pas eu, donc on a créé une association de transition et de réinsertion sociale avec un centre d'accueil, écoutez bien, en 1986. C'est-à-dire nous étions des premiers. Puis on a accueilli des personnes malades du sida, on a créé un service sida, puis on a accueilli des personnes ayant des troubles psychiatriques, et on a ouvert un centre pour personnes psychiatriques, on a ouvert un centre de psychothérapie, on a ouvert des appartements de coordination thérapeutique, et nous avons à l'heure actuelle, la directrice est là, 25 établissements médico-sociaux à Paris, Marseille et Sarcelles. Voilà, je laisse la parole et c'est pour la question de la dame là-bas, allez-y. Du coup, moi, c'était juste pour conclure, enfin, je ne sais pas, pour rebondir aussi sur ce que la dame qui posait une question avant moi était en train de dire. C'était pour élargir un peu ce débat autour du fait que finalement, cet après-midi, ce que j'entends, c'est beaucoup d'initiatives hyper intéressantes autour de l'art, autour de ce qui peut se faire aussi à l'hôpital Saint-Louis, au cours Pont-de-Pierre, mes collègues autour de moi qui mènent aussi des actions bénévoles de soutien scolaire, notamment pour les personnes, les enfants neuroatypiques. Enfin, c'est plein de belles initiatives qui finalement restent à l'état d'initiative si elles ne peuvent pas être soutenues sur le plan financier, notamment au niveau institutionnel. Et c'est vrai que c'est assez dommage, notamment, je sais pas combien ça coûte à l'année les cours Pont-de-Pierre, et c'est pas du tout un reproche, loin de là. C'est privé hors contrat, et finalement on ne peut y accéder que si on a la chance de pouvoir y accéder, ou alors on peut se référer à des associations bénévoles, ou alors espérer avoir des places, par exemple en CMP, en CMPP ou autres structures du médico-social qui aujourd'hui malheureusement ont des listes d'attente très très élevées
Et c'est vrai que du coup, voilà, c'était pour un petit peu, je sais pas, élargir le débat ou poser une réflexion ici sur le fait que finalement, comment est-ce qu'on fait en tant que professionnel, notamment, moi, pour ma part professionnelle en devenir, puisque je suis étudiante en formation d'éducatrice spécialisée et je fais un apprentissage en structure d'AEMO, en protection de l'enfance. Et donc c'est vrai que des problématiques telles que celles dont on parle ce matin, j'en croise beaucoup, et avec des possibilités pour les enfants qui sont très inégales en fonction de l'offre institutionnelle qu'il y a en face. Et voilà, c'était pour poser ça ici. Je vais juste, vous avez fait une très belle transition, mais je vais vous exposer un peu des débats très certainement qui reviendront sur plus tard sur la réserve parlementaire. Et il est vrai que cette réserve parlementaire, bon, peut-être qu'elle a pu être par le passé dévoyée, mais elle aidait aussi certains sénateurs très engagés, aidaient des associations grâce à cette réserve sur ces sujets, des sujets sociaux, d'accompagnement culturel, sur des projets artistiques, culturels, festivals et autres. Et il est parfois dommage. J'ai été aussi souvent sollicitée pour accompagner des associations qui malheureusement qu'on a accompagnées par le passé, que mon prédécesseur a pu accompagner, qui malheureusement ne peut plus accompagner. Donc, si jamais ce sujet revient sur le tapis, il faut bien comprendre que c'est vraiment dans un but d'aider des associatifs et de belles initiatives comme vous dites. C'est à tout le moins ce qu'on pourra faire, hormis travailler aussi sur la législation, essayer d'accompagner au mieux et de mettre en place des règles qui s'appliquent et qui sont efficaces et efficientes. J'en profite pour féliciter, monsieur, de votre intervention, vraiment. Je me suis levée pour vous ovationner parce que vous avez eu un parcours qui était vraiment atypique et aujourd'hui vous êtes une lueur d'espoir pour énormément de personnes et peut-être que vous ne vous en êtes même pas rendu compte, mais je pense que vous avez fait aujourd'hui un beau pied de nez à ceux qui vont vous en harceler, parce que je ne suis pas sûre, mais vraiment pas sûre, qu'ils ont eu la chance de s'exprimer au Parlement et au sein du Sénat. Donc vraiment, lorsque monsieur vous a proposé, monsieur, de publier sur YouTube, je vous encourage à le faire et ne pas gâcher votre nom, d'avoir la fierté de dire voilà, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que vous m'avez fait, et ben voilà, je me suis battue et c'est la plus belle réussite que je puisse avoir. Donc je vous félicite et je vous dis de continuer et j'espère vous retrouver en qualité de journaliste. Vous savez que nous avons Public Sénat, donc peut-être que vous pourrez intervenir au sein de Public Sénat. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci beaucoup, merci à vous. Écoutez, nous avons terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain colloque dans 6 mois, dans 8 mois ou dans 1 an, et rentrez bien. Soyez en bonne santé et beaucoup de courage, parce que le monde en ce moment le tour de pas rond.